joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. Manque qu'on wall moins, les mots on néglige wall ou les passer pour nous, mais l'esprit typolo mon tête tout. Toujours pas répéter tout les bonnes stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Yécri la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la famille se porte bien, j'espère que le pays se porte mieux. Toujours un plaisir de vous accueillir dans l'émission Papa Génitaire. Vous connaissez déjà, hein, c'est votre émission. Vous savez pourquoi on est là, vous savez de quoi on discute, vous savez, on est avec vous. N'hésitez pas à venir sur les réseaux, discuter, Facebook, Instagram. On est partout. On est sur le terrain. N'hésitez pas à féliciter le futur maire du François, Jonathan. Il est fâché un jouet puis moi. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, les amis. Vous savez, on est dans la joie, la bonne humeur. On essaie de travailler ensemble. Sur le plateau, vous connaissez déjà. Donc, Jonathan, ça essaye d'y aller dedans. Ça va tranquillement. Ti journée ont bien passé, ti semaine a bien passé. Mon cas espérer également bazot qui a bien déroulé. Eh ben c'est l'émission, tu sais déjà, l'émission Papa Génitaire, on parle de parentalité, couple et famille, le socle sacré. On ne le cessera de le répéter, c'est la famille. Et à nos familles, eh ben nous capables de toute thématique, tout une fois par semaine de manière hebdomadaire. Un grand merci pour tous ceux qui nous donnent la force à travers les réseaux, tu viens de le dire, et également sur le terrain. Des félicitations en nombre, ça fait plaisir. Ça encourage, ça donne la force, ça donne l'impulsion également de continuer le travail au maximum. Et un grand merci Bazot. Bon, je tiens à faire un moment pub. Alors, vous avez, il nous a encore sorti une chemise. Hein? Je suis jaloux, d'accord. Mais si vous comptez faire des partenariats, voici notre égérie. L'égérie Papa Génitaire, c'est Monsieur Jonathan. Donc n'hésitez pas, taille L, c'est ça L. Toute chemise. M, excusez, pardon. M, c'est moi L. J'ai oublié que... Et encore. Bon, on va pas s'éterniser sur mon point. Mais en tout cas, non, c'était un réel plaisir. Bon, si vous voulez nous habiller, l'habiller si vous voulez. Tout ça, c'est bon à prendre pour l'émission. On est ensemble. L'amour pour la famille pour l'amour. La thématique ce soir, c'est papa et politique. Une discussion entre papa. Si je me souviens bien, de toute façon, la plupart de nos échanges, la politique a toujours fait partie de nos échanges. Et ce soir, on accueille avec nous M. Yann Mievili. Ben, moi, je le connais, mais il va se présenter tout seul. Bonsoir Yann. Bonsoir Olivier, bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être de l'invitation, hein, ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est une belle dynamique que vous avez lancée au travers de Papa Génitaire et de prendre en considération la situation des pères qui s'occupent de leur enfant. Je trouve ça très bien parce que ça manquait effectivement dans le périmètre. Ben, Yann Mievili, hein, pour ceux qui me connaissent, je me suis lancé en politique en 2018. J'ai participé à 2 élections pour la CTM en 2021. Et aux législatives en 2022. Donc voilà, donc je suis ravi de pouvoir être là avec vous cet après-midi, ce soir, en tout cas pour discuter de ça. C'est nous qui remercions. Et je tiens aussi à dire, j'ai vu la première fois Yann, c'était à la CTM, effectivement. Il y avait une rencontre entre le peuple et les élus. C'était la première fois qu'on l'a vu? Et moi, c'est la première fois que je le voyais. Pour ma part, c'est la première fois que je le voyais. Peut-être, effectivement, je me rappelle pas de ça. Et à partir de là, il y avait des élus. Oui, attends, vas-y, explique-nous ça bien. Donc, c'était le 13 juin 2021. Oui. 2021. Il y avait une rencontre, l'association Négatif. L'association Négatif organisait une rencontre entre les citoyens et les politiciens. Les représentants, ceux qui se représentaient à la CTM. Les candidats. Ouais. Les candidats. Et Yann Mievili était là à l'époque avec... Monsieur Olivier Bérisson. Tout à fait. Il y avait différentes listes et puis c'était une rencontre, il y avait une interaction entre le peuple, sans filtre, entre le peuple et la population, entre le peuple et les candidats. On va se permettre de dire qu'on a quand même créé un nouveau rendez-vous qui n'était pas du tout prévu dans leur agenda. C'était effectivement cette rencontre entre le peuple face aux élus, comme tu as dit, mais la particularité, c'est que d'habitude, tout le monde devait être... Enfin, en général, quand il y a des élections, la population doit se déplacer un peu là où est le candidat. Tandis que là, on a, devant la CTM, je tiens à le signaler, nous avons quand même donné rendez-vous à tous les intéressés, hommes et femmes confondus, et même jeunes, vu qu'on a eu aussi des universitaires, des lycéens qui sont venus. Et c'était un rendez-vous inédit, mais très, très enrichissant.
Le peuple avait des questions pour les candidats. Certains candidats ont répondu présent. Ça a été un rendez-vous épique, un rendez-vous gravé dans la roche. Non, moi j'appuie dessus parce que... Et je tiens à préciser, quand il dit nous, C'était nous. Voilà, c'était nous. Effectivement, est-ce que c'est pas là que je t'ai connu, effectivement, je ne sais même pas. Il me semble que c'est là, ce jour-là, qu'on s'est connus, et puis que depuis, on a continué à se fréquenter. S'était donné rendez-vous sur la savane, on avait échangé pas mal aussi par la suite. Et depuis, on est resté en contact dans différents mouvements, le chlordécone, la manifestation, sur le terrain, effectivement. On a eu l'occasion d'échanger sur la dynamique qu'on pourrait instaurer en Martinique, sur les choses qui pouvaient être mises en place. Et voilà, donc c'est comme ça qu'en fait se créent de belles opportunités ou de belles rencontres au travers de ces actions militantes qui nécessitent un vrai appui en Martinique. Tu es Yann. Oui, je suis Yann. Tu es papa. Je suis papa, effectivement. Tu as combien d'enfants, sans indiscrétion? J'ai 4 filles. Ok. Ouais. Ah, papa. Un papa à fille. Un papa à fille. Ok. Et je tiens également aussi à dire, notre rendez-vous, je me rappelle aussi, tu avais participé à l'une de nos thématiques sur les Faut que nous causer Tita, on parlait également de politique. Tout à fait, sur Instagram. Voilà. C'est son terrain de jeu. Ah ouais, mais il faut être partout sur les réseaux et c'est ça qui est important, comme vous le faites. Et aujourd'hui, pour capter, en tout cas pour toucher un maximum de personnes, il faut être sur les réseaux, parler des choses importantes, parce que c'est vrai qu'en dehors des réseaux, on n'a pas forcément la possibilité ou la latitude de pouvoir inspirer des événements comme celui-là pour parler à un plus grand nombre de la population et ne pas se limiter, en tout cas, par le biais des canaux locaux. Pour créer l'interaction entre le peuple et puis voilà. Diffuser l'information. Aujourd'hui, c'est ce qui est important. Comme vous le faites, il y a pas mal de choses, de thématiques sur lesquelles que vous abordez aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au travers de votre émission, on apprend pas mal de choses. Moi, effectivement, je m'étais posé la question à un moment, pourquoi... je vais pas dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on parle souvent des mamans, des choses de leur situation. Et on a souvent tendance, j'ai vu souvent à la télé, je me rappelle d'un père qui s'était accroché à une grue, justement parce qu'il militait pour avoir la garde de son fils et qu'il y avait pas mal de difficultés par rapport à ça, parce que malheureusement, c'est vrai que dans le partage des gardes, la maman est toujours priorisée, même si la situation peut être difficile et le papa se retrouve souvent lésé dans ce genre de situation. Donc, en plus, non, c'est bien, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En plus, tu as beaucoup progressé. En tout cas, je sais que tu as choisi ta voie, tu as choisi ton chemin. Et tu as commencé seul. Je me rappelle de nos premières discussions. Tu me dis, le gars était tout seul. Le gars me disait, bon, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je faisais tout pour... Enfin, j'espère en tout cas t'avoir bien conseillé absolument. Dans ce cas. Hein. Bon, je n'ai rien appris, mais en tout cas, j'ai trouvé ça admirable de voir un homme, un papa déterminé dans la politique, vu tous les échos qu'il y a souvent, positifs et des fois même très négatifs des fois. Souvent, donc ça devient de plus en plus rare de voir des gens intéressés par la politique. Et de ce fait, j'ai trouvé ça... Il m'a motivé aussi. Il m'a motivé. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, qui sait, on fera encore du bruit. Nous verrons bien. Merci. Voilà, non, c'est bien, il faut. Donc, Jonathan. Oui, ce soir, comme on disait, on va parler papa et la politique. J'ai envie de dire ça. Papa et la politique, souvent la politique, actuellement, on est à une époque où la politique est souvent décriée. On va discuter, on va voir, on va écouter votre avis. En attendant, il y a le deuxième invité qui est arrivé. Salut Hugues. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Un invité qui n'est pas vraiment un invité, il participe souvent à nos thématiques, souvent il est avec nous, c'est l'équipe, l'équipe Papa Génité. Comment vas-tu, Hugues? Ça va. Ça va tranquillement? Ça va, plaisir, mon frère, merci d'être là. Content d'être parmi vous, content de rencontrer Yann Mévelli, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, tout qu'il est bien. On a que des papas, c'est bien ça? Papa, on va parler politique, comme on a dit, c'est parti les amis, c'est parti. Eh bien, si je vous dis politique, quelle est votre perception de la politique d'un point de vue général, Yann? Alors ma perception, moi je suis tombé dedans un peu, je vais pas dire un peu par hasard, mais c'est vrai que j'ai compris très tôt que ça avait une importance dans la vie de tout le monde et que bien souvent le fait de s'en détourner faisait que les problèmes qu'on a aujourd'hui continuent de perdurer. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont tellement concentrées dans leur vie de tous les jours qu'ils se désintéressent à la politique. Et puis, les choses qui se passent au fur et à mesure entraînent aussi ce désarroi. On a vu qu'il y a un manque de volonté à vouloir aller dès qu'il y a des votes.
les gens ne vont plus voter, dès qu'on leur parle politique, pour eux c'est très loin. Et c'est dommage parce que toutes les règles, toutes les lois qui régissent la vie des gens, c'est bien des hommes et des femmes qui décident, qui votent au niveau de l'Assemblée. On a, par exemple, pour la retraite aujourd'hui, c'est une décision qui va toucher plusieurs millions de personnes. Et quand on voit la contestation, c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment se pencher sur le sujet et comprendre en fait l'essence de la politique au quotidien. Les gens vous disent ouais mais la politique moi je connais rien, mais c'est ce qui mettre sa ceinture de sécurité, c'est une décision qui a été prise, c'est une décision politique. Donc voilà, il y a des choses qui se font et qui se décident au fur et à mesure des jours, et les gens en fait ils sont là en train de quelque part de subir et d'attendre en fait que les choses se passent. Hugo. Alors moi, pour ma découverte de la politique, ma perception, ma découverte, je parlais plutôt de la découverte, comment je suis arrivé à comprendre un peu ce que c'était. C'est petit en fait, c'est déjà à l'échelle locale, tu vois, à l'échelle de la ville où j'ai grandi, et de comprendre que on pouvait avoir plus ou moins de choses, des services jeunesse ou pas, selon les décisions de certaines personnes. Et j'ai compris à un moment que ces certaines personnes, c'était les décideurs politiques, donc la mairie et tout ça. Donc quand tu commences à comprendre ça assez jeune, tu comprends que, comme l'a dit Yann, quasiment l'ensemble des règles de vie en commun sont régies par la politique. Et puis après, tu as bien sûr l'école, on te dit politique, gérer la vie de la cité et tout ça, donc tu comprends un peu plus. Mais c'est vrai que le premier rapport vraiment où j'ai saisi l'importance justement d'un vote, d'un choix politique, c'est via les associations, via les services jeunesse quand j'étais jeune. Ok, Jonathan. Concernant la politique, avant, j'étais plutôt admiratif de la politique. Quand je voyais la politique, je disais, on voyait effectivement, il y avait des décisions, il y avait des grandes manœuvres qui s'effectuaient au fil du temps. Et après ça, il y a eu comme un déclic, un dégoût de la politique. Je ne sais pas si c'était de la politique ou des politiciens. Souvent, on voyait le politicien, c'était celui qui ne veut pas forcément répondre aux questions, ou bien qui va balayer, qui va dire... il va toujours faire une flinte, comme on dit, un 10-12. Un 10-12. Un 10-12, ou bien sinon aussi, donc c'était le côté ne veut pas forcément répondre. Donc, je pense que beaucoup de personnes, au fil du temps, se disent dégoûtées de la politique. Et en fin de compte, là, comme tu disais, la politique, elle régit nos vies. Quand on met la ceinture, c'est par rapport à un article de loi. Tout est régi de par la politique. Mais, au fil du temps, il y a ce dégoût de la politique et le désaveu de la population par rapport à la politique. Bon, moi, me concernant, comme vous parlez, vie en société, à 18 ans, à l'école déjà, on nous parlait de ça. Aux abords des 18 ans, on nous parlait de... Tu voulais dire quelque chose ? Attends, non, mais je te laisse continuer, mais par rapport à l'école, j'ai quelque chose à dire, justement. Alors, je finis juste, je te passe la parole. En gros, 18 ans, on me demande d'aller voter, d'accord, sans vraiment m'expliquer. C'était plus un geste, j'allais dire pas inné. On nous demandait d'aller voter. J'avais l'impression que c'était le premier geste, même pas mécanique, oui, mécanique, mais c'était le premier geste à faire pour annoncer ma vie d'adulte. C'était plus que les 18 ans. C'était le premier geste citoyen réel. Donc je votais sans vraiment comprendre pourquoi je votais. Des fois, les parents aussi t'orientaient. Tu vois, t'entendais les parents parler de telle ou telle personne dont tu suivais parce que tu comprenais pas vraiment. Et puis c'est pas qu'ils t'expliquaient pas, mais ils expliquaient peut-être. Pour eux, c'était pas un problème pour moi en fait. Donc, je pense que c'était aussi pour gratter une voix pour leur candidat, tu vois. C'était tout bénef. Et puis bon, après, tu grandis, tu t'intéresses un peu plus à ce qui se passe autour et tu commences à constater que, les choses ne se font pas au pif, les choses ne se font pas au hasard. Et tu constates aussi qu'il y a énormément de problèmes. Tu voulais dire quelque chose sur l'école, je pense. Oui, justement, par rapport à l'école, comme tu as commencé en disant à l'école, il y a un truc que j'ai jamais compris et c'est une question que je pose à tous vos auditeurs, à tous les gens qui vous regardent. Pourquoi est-ce qu'on apprend la philo quand on a 16-17 ans au lycée et l'instruction civique, où justement on apprend le nombre de députés, le président, le vote et tout ça, en troisième quand on est encore loin de voter? Moi je trouve qu'il y a un non-sens, à mon sens, on devrait, au moment où justement tu es dans une construction, justement, on devrait t'apprendre la philosophie, les siècles de lumière et compagnie à 14-15 ans. Là tu te construis pour ensuite vraiment... En terminale, l'année d'après, tu seras amené à être un citoyen à part entière. Là, on t'explique c'est quoi, justement. Et quand on nous l'apprend beaucoup plus tôt,
Je trouve, Ouais, moi j'ai on même oublie, l'impression on que c'est un peut peu fait même exprès. oublier. Ouais, je comprends. Sincèrement, je vous dis, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Comme ça, on dit, bon, c'est bon, on leur a expliqué, on a fait le cours d'instruction civique, ils étaient en 3e ou en 5e, on leur a expliqué 500 combien de députés, voilà, l'exécutif, le ci, le ça. Mais après, ces trucs que ça te parle pas à 14 ans. T'es tellement loin, alors que justement, au moment où tu vas devenir un citoyen, on te met dans la tête des idées. Tu sais, des belles idées humanistes et tout ça, mais qui restent dans du vague et qui justement va faire que peut-être tu vas un peu t'éloigner de la politique à ce moment-là. Tu vois ce que tu es en train de dire par rapport à Ce n'est que mon avis. Hein. Par rapport aux idées humanistes, moi je me rappelle quand je disais que je m'intéressais par le passé à la politique, c'était à l'époque où on parlait des traités de Maastricht, qu'on parlait de l'Europe, tout ça, la grande Europe. Donc il y avait une sorte de côté, je ne vais pas dire côté féerique, mais il faisait tellement l'apologie de l'Europe, donc avec l'ouverture des frontières, le marché... On t'a vendu du rêve. Marché européen. Non, mais encore plus ici pour vous, parce que on vendait du rêve. il y a précisé un truc, Jonathan, quand même. Ici en Martinique, vous avez 2 chaînes d'État. Vous n'avez pas de chaîne. En plus, la télé commençait à 14h. L'idée de Maastricht que l'État avait à ce moment-là, qui était promotionnée. C'était pas du débat, le bon, le pour. C'était quand même orienté, même si ça ressemblait à du bon et du pour. C'était quand même une chaîne d'État. Il n'y avait pas cette chaîne ici pour dire avoir un vrai débat et diversifier vraiment les opinions et les idées. Donc il y a ça aussi à rajouter. Excuse-moi. Non, mais exactement. Non, exactement, c'était par rapport à ça. Donc, ils vendaient du rêve, comme tu disais. On nous vendait du rêve. Le libre-échange, la libre circulation, on pouvait se dire qu'on pouvait acheter en Italie, en Allemagne. Donc, voilà. Donc, effectivement, avec les 2 chaînes publiques qu'il y avait, et en plus, il n'y avait pas encore les autres chaînes privées. Non. Donc, ATV, RCI, à l'époque on avait TCI, ATV est arrivé. Non, je crois pas qu'il y avait encore ATV. Il y avait Il arrive un peu plus tard. Ouais, c'était RFO, tout ça, mais bon, bref. Ouais. Et donc, on nous vendait du rêve, et donc c'était à partir de là que moi je me renseignais à la politique. Mais plus tu te renseignes, plus tu vois qu'il y a tel et tel politicien dans une magouille, tel et tel. C'était ce côté-là, comme je disais. Il y a la politique et il y a les politiciens. Mais ce dont tu parles, c'était des échos que tu entendais ou non, c'est la journal. Télé qui te renvoyait ça? Non, le journal télévisé. Qui te renvoyait cette information qu'il y avait des magouilles, tout ça? Quand j'entends telle et telle affaire, quand il y avait l'affaire du sang contaminé à l'époque avec Fabius, quand il y avait trop d'affaires à l'époque, quand il y avait pot de vin, etc., t'entendais tout le temps t'entendais pas tout le temps, t'entendais souvent des affaires aux politiques. Pour revenir sur ce qu'il disait sur l'instruction civique, c'est vrai qu'au lycée, normalement, il me semble qu'on avait cette instruction civique qui a été retirée du programme. Après, la question, c'est... Bien sûr, oui, ils ont arrêté l'instruction civique. Moi, j'ai pas eu d'instruction civique. En seconde, il me semble que j'ai comme... Au lycée? Oui. Au collège. Au collège, je sais qu'il y avait un Maintenant, hommage, effectivement, excuse-moi. Maintenant, oui, ma fille qui est en terminale, elle a un truc qui va s'appeler... en fait, ça va ressembler un peu à la vie de la société. C'est pas assez 2 heures par semaine. EMC, les gars qui se sont super renseignés pour l'émission. Non, mais c'est pour rebondir sur ce qu'il disait. Effectivement, la question de la connaissance de la politique vient là, c'est dans l'éducation. Mais l'éducation scolaire ne suffit pas seulement. L'instruction politique, c'est quelque chose qu'on doit avoir très tôt. Il faut qu'on comprenne en fait, et je pense que c'est là aussi au travers de l'éducation parentale que cette question vient, c'est-à-dire comment aujourd'hui nos parents devons transmettre l'importance de la politique. Si les gens se désintéressent à la politique, c'est parce que souvent, comme tu dis, au travers des histoires, des magouilles, de ce genre de choses, il y a un dégoût c'est pas de la politique en elle-même, c'est un dégoût de l'image de l'homme politique avec un H majuscule, parce qu'aujourd'hui on a des hommes et des femmes qui sont dans la politique. Et c'est ça en fait c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui ces personnes qui sont censées représenter la population, qui sont censées représenter des personnes qui se déplacent pour aller voter, visiblement ne donnent pas vie ou goût aux gens de pouvoir continuer à aller dans ce sens. Donc c'est à nous aussi, dans l'éducation, dans l'information, dans ces choses-là qu'on fait au quotidien, de dire ben voilà, à partir d'un certain âge, 12, 13, 14 ans, voilà ce que c'est, au travers des élections qui se présentent, l'élection présidentielle, pourquoi on élit un président, pourquoi on va, derrière il y a l'élection à l'Assemblée nationale, à quoi ça sert. Ça nous permet à nous aussi de nous instruire, de savoir quelle est la fonction d'un député, à quoi ça sert, quel est son champ d'action, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont les éléments qu'il peut apporter au niveau de la discussion au sein de l'Assemblée nationale. Mais quelles sont ses limites aussi? Quelles sont ses limites? Parce qu'il a des limites, tout à fait. Le système d'action, ouais. Voilà, c'est le champ d'action, le périmètre dans lequel il agit. Et puis quel impact ça a pour nous. C'est ça qui est important. Donc il faut que dans cette éducation, on reprenne le pas là-dessus.
J'ai pour exemple, toutes les personnes qui sont dans le milieu militantes. Ce sont des personnes, les gens qui ont vécu 30 ou 40 ans de syndicalisme, en général, l'enfant est déjà dans les premières manifs à 3-4 ans. Je me rappelle une amie qui m'expliquait ça, elle me disait que sa mère était très fervente manifestante, donc 3-4 ans elle était déjà dans les manifs, donc elle a grandi avec ça. Donc le côté manifestation, le côté revendication, les idées, les actions, elle connaît. C'est vrai que la politique c'est totalement différent, les personnes qui ont accès à cette information ne la partagent pas forcément, et nos parents effectivement vont voter, mais sans nous expliquer pourquoi ils votent, pour quelles raisons ils choisissent ce type de personne et quelle action en fait la personne va mettre en place pour améliorer. Parce que la question du politique, c'est une personne qui est là pour améliorer le quotidien de tout un chacun. Et là maintenant, quand on entend politique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce que je veux dire, mais j'entends plus manipulation. Ah, mais alors, on s'est dans le dur. Jonathan, dans le dur. Non, mais on va en parler. C'est vrai. La résonance va plus vers la manipulation. Je peux comprendre. Hein. Non, mais c'est très vrai. C'est vrai, à savoir qu'au plus, dit quoi, à quel moment il y a quelqu'un qui nous. La politique, c'est un jeu de manipulation. Ça il faut le reconnaître, il faut le dire, parce que pour être élu, pour avoir un poste en politique, il faut savoir parler, il faut savoir vendre du rêve, il y a une stratégie qui est mise en place. Donc derrière, c'est aller dans le sens des personnes pour qu'elles puissent vous mettre dans une position. Est-ce qu'on peut parler d'éducation politique ? Est-ce qu'on peut parler d'éducation ? Est-ce que ça pourrait pas être autre chose, justement ? Moi, franchement, ce que tu viens de dire, là, ça va déranger. Parce que c'est ce que c'est, là, à l'heure actuelle. Oui. OK. Mais est-ce que, justement, là, je sais pas quel âge tu as, mais on doit avoir sensiblement le même âge autour de toi, parce que ça pourrait pas être autre chose, justement. Parce qu'on est obligé forcément de rentrer dans le truc comme il est. Ou alors, même si on y rentre, est-ce que, justement, c'est pas le temps de le changer, cette histoire où c'est... parce que j'ai le beau discours, parce que mes dents brillent bien quand je parle, parce que j'ai bien fait mes contours, parce que je suis charmant, tu vois. C'est cette histoire de séduction et qui devient importante alors que c'est pas ça mon boulot. Sinon je fais mannequin, quoi. Voilà. C'est là où l'éducation prend tout son sens. Mais effectivement, la politique c'est un jeu de séduction, c'est pour ça qu'on parle de manipulation. C'est un peu comme une relation de couple. Quand on va vers une personne, il y a une sorte de séduction qui se met en place, on essaie de lui montrer les bons côtés, on essaie de répondre à ses attentes pour pouvoir bénéficier de certains avantages, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'est le principe de la politique. Si vous allez et que vous dites la vérité aux gens, ils vont pas vouloir, vous leur vendez pas du rêve. Vous leur mettez face à une réalité qu'ils essaient de fuir. Donc aujourd'hui, effectivement, l'éducation devrait primer pour permettre le changement dont tu parles, pour qu'on puisse changer de dynamique. Et il faudrait peut-être penser aussi à la façon dont ces personnes sont élues. Sont perçues aussi. La perception viendra du changement de l'évolution des consciences, mais derrière, si on reste dans un schéma où on va voter pour une personne, on sera toujours dans la même dynamique. Moi, je vais faire en fonction d'un tel ou un tel. Si cette population est plus peut-être à gauche, je vais essayer de sortir des idées de gauche pour essayer d'avoir une position. Donc c'est ça en fait, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour créer ce changement. Et l'éducation, principalement, je pense aujourd'hui, va être une des premières sources. Parce que quand tu parles d'éducation, je vais aller dire à mon fils, la politique, c'est la manipulation, c'est jouer dans la tête des gens. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, on est dans une émission... Mais est-ce que c'est pas un faux départ de commencer comme ça, justement ? C'est ça. Parce que, pourquoi tu le dis ? Alors, moi, je vous donne un exemple. Non, mais par rapport... Pourquoi tu dis pas, c'est de la communication. Si on change les mots, ça va être peut-être plus intéressant. Si on dit, tu vois, Hugo, tu disais ça, si on change des codes, etc. Si tu changes les mots, si tu dis, je sais pas moi, c'est une stratégie commerciale. Non, bon, commercial, non, c'est pas le bon terme. Là, moi-même, on fait un faux départ. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, c'est de la communication, c'est l'éloquence ou la maîtrise d'un sujet, etc. Si on change les mots, peut-être que ça devient plus intéressant, en fait. Est-ce que les mots qu'on utilise depuis nani nana ne sont peut-être pas justement synonymes de faux départ ? Ou inversement, si on reprenait les mots à l'étymologie de ce qu'ils sont, ça serait peut-être la vérité. Gérer la vie de la cité. C'est ça. Maintenant, comment on le fait ? Est-ce qu'on le fait tous ensemble ? Est-ce qu'on donne le pouvoir à 2-3 de le faire pour nous tous parce qu'on leur fait suffisamment confiance ? Tu vois, ça serait une façon de... C'est ça vraiment le départ de la politique. C'est vraiment gérer la vie de la cité, c'est ça. Maintenant, malheureusement, avec le temps et tout ce qui s'ensuit, les histoires de pouvoir, d'argent et tout ça, c'est devenu un jeu de dupes, de flatterie, de certaines choses. Et encore, pas tout le monde, hein. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, et sans nommer personne.
Il y a des bons, il y a des mauvais ça, partout. On vous laisse tranquille ce soir. On vous laisse tranquille. Respirez, restez devant la télé, tranquille. Ça va bien se passer. Bref. Non, mais bon, voilà, tout ça pour dire que, ouais, effectivement, si on reprend à la base de ce que c'est que le terme politique, gérer la vie de la cité. Voilà, politique, voilà. C'est ça la base. Donc, est-ce que mon enfant, bon, là, ils sont un peu grands maintenant, ils ne posent plus trop ce genre de questions, mais petits, j'ai déjà dû leur dire. La politique, c'est quoi? Ben, ce sont, voilà, on élit des gens auxquels on remet notre confiance. Ils travaillent pour nous. Ils sont censés travailler pour nous. Ils sont pas plus que nous, parce que ça aussi, c'est un problème. Notamment ici, et sur les rapports de force. Sur les élections locales, mais ici ou ailleurs aussi. Le maire, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, le maire et tout ça, ça devient des notables. Alors que non, c'est pas un bourgeois, c'est pas un notable, c'est pas un érudit, non, forcément. Il est juste maire. On a juste décidé que nous, c'est nous qui l'avons on a décidé que Jonathan, ce sera notre maire. Mais Jonathan, maintenant, nous qu'à veiller au Bougouin. Maintenant, travaille pour nous. Toi, tu travailles pour nous. Tu me menaces, toi aussi. Si tu veux mettre toute notre vie dehors, tu vas avoir un problème, les gosses. Le futur maire doit gérer la Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la façon dont tu communiques. Si tu pars du principe que tu dis effectivement c'est des mensonges, c'est des choses comme ça, dans sa tête ça s'inscrit. Il faut que quand on change la façon de voir les choses, c'est de dire voilà ce que ça devrait être, voilà ce que ça doit être, et c'est dans cette idée qu'on échange pour que demain tu fasses plus attention à ce qui se dit. Tu parlais du discours politique. Le discours politique, alors des fois vous avez des gens qui font des discours pendant 2 heures et vous y comprenez rien en fait, parce que le principe ils ont même, balayé, ils ont joué dans la tête des gens. Ils parlent de beaucoup de choses, mais de beaucoup de choses superflues. Quand tu te dis, ça aussi c'est de l'art de la communication. 2-3 punchlines dans 2 heures. On a retenu juste 2-3 punchlines et dire c'était bien. C'est ça. Oui, voilà. Je regardais une émission à la télé, il y a une candidate à l'époque de l'élection présidentielle, 2 heures de discours. Et les gens, quand ils sortaient là, on dit alors vous avez retenu quoi? Pas grand-chose en fait, mais je sais qu'elle a parlé de certaines choses. Mais c'est là où on se rend compte que le discours était vide de sens, puisque ça n'a pas marqué les gens. Mais ils sont restés là à écouter 2 heures de blabla. Donc c'est ça aussi qui est important. Et comme il le dit, il faut qu'on revienne aux bases. Les gens, ils décident de mettre leur confiance, de donner leur confiance, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça. Et derrière, ils se dédouanent en disant on lui a donné les manettes. Maintenant, nous, on se retire. Donc, il n'y a pas ce côté, on doit veiller à ce qu'il fait, on doit être consciencieux de l'action qu'on lui donne, parce qu'on lui donne quand même pas mal de pouvoir, au maire, au président, à toutes ces personnes, d'avoir un impact sur notre vie au quotidien. Vous voyez, si le maire décide de changer, de ne pas refaire les routes, ça peut être un problème. Votre voiture, quand elle passe, vous l'abîmez. Donc ça a un impact sur votre quotidien. Donc vous êtes obligé d'aller changer les pièces de façon récurrente et tout, donc c'est un impact sur votre budget. Vous donnez quand même pouvoir à cette personne de modifier le sens de la circulation. L'entretien mais sinon, dévolu au maire, donc je vais voir le maire, je lui dis... il y a des routes communales et qui sont de son... Voilà, c'est la responsabilité du maire. Non, parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, parce que souvent aussi, on ne sait pas exactement qui gère quoi. On va se dire, c'est le maire qui gère. Non, le maire va dire, non, ce n'est pas moi, c'est la CTM. Non, ce n'est pas moi, c'est l'État, etc., etc. Donc, le fait aussi de connaître certaines choses, c'est important aussi au niveau de la population, parce que au niveau de l'éducation, si on nous apprend qui s'occupe de quoi, on sera un peu plus éclairé, on aura plus éclairé par rapport à ça. Mais en gros, on a du toupet par rapport à tout ce que vous dites. On a quand même du toupet de toujours critiquer. Et quand on vient à demander la question, lui, il fait quoi, on ne sait pas. Tu vois, donc on critique la personne qui occupe un poste clé, un poste à responsabilité, ce que je peux comprendre. Mais si en contrepartie, tu ne sais pas quel est son rôle, c'est un peu... c'est leur cadre d'intervention, effectivement. Le maire, il a un cadre d'intervention. Au-dessus, je sais pas, les sénateurs, c'est autre chose. Les députés, c'est autre chose. Ils ont chacun des cadres d'intervention. Mais effectivement, mais il y a... Je vais revenir parce que vous n'avez pas tilté, je veux que vous me parliez de ça. Je suis le relou. Non, le côté notable du maire. Mais si elle libère, tu vois, le délire. Non, mais c'est quand même parce que lui, il est élu. C'est pas pour dire que genre c'est parce qu'il a une grosse entreprise. C'est pas parce que je sais pas, il a fait quelque chose de fantastique dans la commune ou alors tu vois ce qui correspond à la petite bourgeoisie, on va dire, le maire, le curé. C'est-à-dire qu'on voit, historiquement. On idolâtre des statuts. On idolâtre des statuts avec un T, TF, des statuts professionnels. Dès qu'une personne occupe un poste clé, on lui accorde toute notre adoration. Ce qui fait que aujourd'hui, dès que tu as une cravate, c'est ça que j'allais te dire. On te considère comme lui. C'est resté longtemps pendant. Si on reprend de l'esclavage, etc., c'est une question de position.
C'est une question de poste clé. La personne qui a de la responsabilité, on lui donne automatiquement du respect. Et peut-être même plus de respect qu'on en a pour nous-mêmes. Et ça, c'est un problème. Mais justement, messieurs, on a parlé d'éducation. On a parlé de... Excusez-moi. Bon, bref. En tout cas, on a parlé d'éducation politique. Selon vous, parce que moi, quand j'entends politique, j'entends prise de position. Quand je dis prise de position, dans un foyer, dans une famille, au sein d'une famille, il y a les parents, il y a les enfants. Il y a des prises de position. En commençant par les parents. Est-ce que comment, selon vous, on pourrait intégrer la politique dans nos foyers en utilisant justement les membres de la famille? Sur certains, un exemple tout bête, hein, tu choisis un jour où le repas n'est pas... Parce que la famille, c'est un peu une dictature de... Si elle est deux parents, allez, on va tirer sur les femmes. Si elle est deux parents, c'est une dictature de la maman. Je suis pas présent sur le plateau. Voilà, on profite. Il y aura personne qui va m'attaquer en sortant. Peut-être ce soir, non, excusez-moi, mesdames, je plaisante, vous connaissez déjà. Non, voilà, mais la famille, bon, c'est une forme d'autocratie ou de dictature où c'est les parents qui commandent. Tu vois voilà, c'est normal. Mais tu peux choisir un jour, tu as 2 enfants, je sais pas, de 7 et 8 ans. Le samedi, c'est là, on va vous montrer c'est quoi la démocratie. On fait le repas au vote. Mais pourquoi dictature, donc, forcément? C'est un peu ça, c'est les parents, les dictatures, l'autocratie. Je sais pas, tu connais mieux les mots que moi. Dis-moi des mots, s'il te plaît. Non, il a fait une façon. Ça, c'est de la politique. Non, mais il donne le truc chaud, quoi. Il y a différents trucs, dans les différents craties, là, tu vois. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment une démocratie au départ, puisque les enfants ont quand même voilà, à la limite, les enfants ne sont même pas citoyens dans cette démocratie. Parce que ils n'ont pas encore le droit de vote. C'est les parents qui votent beaucoup. On leur donner de temps en temps. Mais en vrai, c'est... Je lisais un bouquin qui disait qu'effectivement, le premier lieu où la politique se crée, c'est dans la famille. Et c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont prises. Le père et la mère prennent des décisions en fonction de ce qu'ils considèrent juste pour les enfants. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en politique. Hein. Vous avez des personnes qui décident en disant, on décide par exemple là, on va reporter l'âge légal de la retraite. Ils nous disent, par rapport à la situation, on estime que c'est la meilleure des choses à faire. Donc vous avez des personnes qui prennent des décisions pour d'autres. Et c'est un peu ça la famille. La famille, comme tu le dis, alors c'est pas forcément une dictature, puisque on va pas aller jusque-là pour... Ça peut l'être, mais c'est pas forcément. Oui, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça, parce qu'effectivement, l'enfant n'a pas son mot à dire lorsqu'une décision a été prise. Voilà. Et donc effectivement, si on doit intégrer la politique dans la famille, c'est en prenant ce premier exemple de dire la famille, c'est un cadre politique, il y a des décisions qui sont prises, on met des choses en place pour normalement se faire évoluer au sein de la famille, donc on va envoyer les enfants à l'école, on estime que on va essayer de les diriger dans leur vie pour leur dire tel métier mais serait meilleur ou susceptible d'être meilleur par rapport à ça. Et tu parlais effectivement de la visibilité, de la vision qu'on a, de cette espèce de hiérarchisation de la position. Et comme le maire c'est une personne qui est centrale dans la ville, c'est celui qui fait un peu les choses au sein de la ville. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à le mettre... c'est le dieu de la ville, hein. Le patriarche. Le patriarche, quelque part. C'est le patriarche de la ville. Et puis, en Martinique, la politique a toujours eu ce sens un peu patriarcal, où c'est une personne qui... On a eu celui qui se considérait comme le père des Martiniquais. Donc, il y a toujours cette notion patriarcale qui se met en place. Et derrière, on fait face à cette personne, tu parlais de divinité, qui peut être représentée ainsi, en disant, mais c'est lui qui va faire, en fait. Et derrière, effectivement, intégrer la politique dans la famille, c'est déjà commencer par les règles familiales, en disant, voilà, dans la politique, ça se passe comme ça, il y a des règles, il y a des principes, chaque personne a un pouvoir, et ce pouvoir s'établit de cette façon-là. Et derrière, ensuite, comme je disais, par rapport au moment où il y a des élections, expliquer le fondement de ces élections, expliquer en fait le fonctionnement de la société. La société étant régie par des principes, par des lois, ces lois ont été établies par des personnes qui ont un pouvoir, et c'est comme ça qu'en fait, on pourrait peut-être essayer... On arrive à la dictature. Alors, on arrive à l'école où l'école est un deuxième lieu d'apprentissage de la démocratie aussi. Tout à fait. Tu vois, la salle de classe, c'est un bon professeur. Voilà, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une fresque murale. On dessine quoi ? Un éléphant ou un ours. Un troisième peut dire ça. Comment on va faire ? On va voter. Le vote, c'est déjà l'apprentissage de la démocratie. Accepter aussi que la décision qui soit prise soit pas celle que toi tu as voulu, mais qui a été voulue par le plus grand nombre. Donc voilà, tu es obligé d'une certaine façon, savoir s'y plier, c'est accepter aussi le jeu de la démocratie. Et à partir de là aussi, ça permet que tout le monde puisse s'impliquer. En s'impliquant, parce qu'à travers des votes participatifs, donc tout le monde a envie de mettre la main à la pâte, de participer à l'événement, comme tu disais, à travers une fresque, quelque chose de tout bête. Et parce que le truc qui se passe aussi, plus le temps passe,
Tu vas dire ensuite que je vais faire le rôle sur la Vous êtes politique. jamais les mois dans l'école, etc. Nous revirons dans le foyer, c'est tout mal. Parce qu'au fil du temps, ce qui se crée, c'est le désintéressement. Oui. Le désintéressement, tout le monde va dire ah, ça pas bas, moi, hein. Ah, politique, moi, parler, c'est baïta. Et vous déterrez aussi. Pour revenir à la famille, pour Le revenir à... désintéressement qui revient assez. Non, mais le truc, c'est que si, au commencement, comme tu disais, à travers le foyer, comme on le dit à travers le foyer, on commence déjà à mettre. Parce que la politique, elle fait partie de la vie. Hein. Bah, tous les jours. Tous les jours, on fait jours, de la on fait politique. C'est pour ça qu'on commence par le foyer. C'est ça, tous les jours on fait de la politique. Parce que les gens qui vont dire ah, je suis pas sous la politique, mais tous les jours tu fais de la politique Oui, par rapport. Chez toi, tu vas régir des règles auprès de la famille, auprès de tes enfants. Tu vas dire bon, c'est toi qui vas faire la vaisselle, etc. Voilà, ça rentre dans. C'est de la politique. Oui. Et donc quand les gens vont dire on parlait ça, mais tu le fais au quotidien. C'est ce que mais ils ne j'essaie le de savent pas expliquer. vraiment parce que peut-être qu'ils n'ont pas, je ne veux pas dire la connaissance. Ils ne voient pas le lien, en fait. Voilà. Ils ne font pas le lien. Ils font pas le lien. Ben, en fait, vous dites vous parlez de lien justement dans le foyer, vous parlez des parents, etc., de la hiérarchisation, mais c'est clair. Mais par exemple, quand un enfant fait la vaisselle, ok, bon, il sait que pour faire la vaisselle, c'est nettoyer les couverts qu'on a utilisés, etc. Maintenant, si on apporte plus d'explications, c'est-à-dire, bon, ben, pendant que toi tu fais la vaisselle, toi tu balais, moi je fais ça, comme ça, finalement on finit le ménage beaucoup plus tôt et ça nous permet de gagner du temps. Donc, est-ce que c'est pas justement ce manque de communication maîtrisée qui, justement, au fil des années, dévalue un peu la politique? Exactement. Ouais, je pense à autre chose plutôt. C'est par rapport aux enfants dans la famille, hein, on est bien là. Hein. C'est justement que lorsqu'on va entendre les parents parler de politique, c'est souvent quelque chose de négatif et une critique, alors que c'est pas expliqué. Tandis que si c'était par exemple, je sais pas, tu regardes ton émission politique, ton fils y passe, bon ça l'intéresse pas, tu te dis attends, bah, 2 secondes, reste avec papa 2 secondes. Là, le monsieur, en fait, la loi qui va passer, ça fait que si ça passe cette loi-là, normalement tu aurais pu arrêter de travailler vers 62 ans, et ben ta génération, vous allez travailler jusqu'à 77 ans. Tu vois, bon là, donc il y a bien une manière de, tu vois, il y a une manière. Expliquer justement pourquoi, parce que et là c'est vrai que ça c'est à tout âge quand même, parce que moi j'ai des grands enfants. Je regarde pas mal de débats, des choses comme ça. Bah, parfois, je les stoppe pour leur dire ouais, ils me prennent pour un fou. Je regarde des débats, tout ça. Pourquoi tu t'amuses pas? Il y a Avenger, tu vois. Il y a Avenger, pourquoi tu regardes ça, tu vois? Je regarde le truc, mais j'explique. Je dis ouais, ça c'est important pour ça. Vous êtes là pour vous, ça passe comme ça. Les journaux, et je leur explique aussi que certaines forces de la société font aussi en sorte que vous vous y intéressez pas. Sauf que mon fils, t'as 18 ans, ma fille, t'as 17 ans. C'est vous là demain, tu vois. Moi j'attends la retraite pépère à combien? 68, 70 Oui, mais c'est parce que tu es là, c'est parce que tu es présent. Parce que je suis là, voilà, non mais je leur en parle, parce qu'il faut aussi faire comprendre, c'était aussi un peu mon propos de la philo, du moment d'apprentissage du philo et de la science civique, tu vois. C'est aussi vraiment parce que pour des grands ados, c'est eux les citoyens de demain, donc. Et on fait tout en TikTok, en ça, on fait tout pour les éloigner, plus la musique. C'est un âge déjà où t'es rebelle, où déjà t'es en mode fuck tout, tu vois. Fuck la politique, fuck tout déjà naturellement. C'est l'époque on a rien à foutre de tout. Tout ce qu'on nous a inculqué, on va le rejeter pendant un petit moment, même si on revient après, tu vois. Mais il y a cette époque rebelle, tu vois. Donc justement, si nous les parents, on fait pas l'effort d'expliquer que ouais, fais ton rebelle grand, mais en attendant, ça qu'a fait là, ouais. Si toi tu te bouges pas, si toi tu vas pas, moi je vais dans des manifs, mais moi ça va pour moi à la rigueur, ça peut rester comme ça. J'y vais pour toi, tu vois. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire avec nos jeunes, tu vois. Notamment moi dans mon boulot d'éducateur, je sais que mes collègues, on fait ça quand on explique aux jeunes certaines choses, on leur dit ouais, moi pas en laisse ça, ouais, mais t'es pas en laisse ça, mais tu le subis ça par contre, demain, parce que demain, ça il en l'air, ouais, tu vois, ou pas en laisse ça, mais ça en l'air, tu vois. Et ce que tu disais là est intéressant sur l'explication. En fait, c'est ce qui manque. Expliquer la raison pour laquelle on fait les choses. Si chacun s'attelle à une tâche, voilà ce qu'on va gagner et voilà ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Et c'est de ce genre d'explication-là qu'on va arriver en fait à faire comprendre aux gens le sens de la politique. Moi, je construis ma maison, il y a des règles, il y a des choses comme ça. Demain, j'ai envie de faire ça, je vais me dire mais non, parce que au niveau municipal, il y a une réglementation qui fait que le bâtiment ne peut pas avoir telle forme, telle couleur, telle chose, parce qu'il y a une réglementation au niveau de l'urbanisme. Mais si on ne s'intéresse pas, si on ne sait pas, on va pas ça chercher l'information. Et c'est souvent que lorsqu'on a une difficulté, et à ce moment-là, on décide de regarder, on se dit ah ouais, mais je savais pas. Au pied du mur, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu le problème de l'humain. En fait, c'est toujours au moment où ça commence à coincer que là, on commence à se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses derrière. Et pour rebondir sur la question de la dictature, j'ai un ami qui est dans la politique aussi, il est là-bas, et il a fait un truc, il a fait un débat le samedi pour un vote pour choisir le film et la pizza.
Donc ces enfants ont démocratiquement choisi de prendre tel film et telle pizza. Et à la dernière minute, il a changé d'avis et puis il a dit voilà, c'est ça la démocratie. Non, la dictature. Oh là là. C'est un apprentissage à la dure. Ça, c'est vrai. Là, ils sont prêts. Il faut avoir 25 ans de masse, ces enfants-là. Là, on va avoir une petite équipe qui va arriver. Voilà, c'est genre, on peut arriver à un moment, on peut choisir, mais derrière, c'est celui qui décide quel moment. Donc, preuve que déjà, dans nos foyers, en fait, il y a la politique est présente, c'est ce que tu disais. Les prises de position sont importantes, la manière d'expliquer les choses. Tu parlais de dictature, je l'ai compris, je te taquinais. Mais effectivement, on a connu, en tout cas, dans certains foyers, des parents qui te donnaient un ordre. Et puis, point barre. Il n'y avait pas d'histoire de pourquoi. Tu vois, tu café, point barre. Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas la police après, parce que c'est beaucoup d'injonctions. Il y a de ça aussi. Je pense aussi. Mais et c'est aussi pour ça que peut-être on a des trucs avec les maires et tout ça, avec les maires. J'ai rien contre les maires, pour pas que demain les maires de Marseille. J'ai rien contre aucun maire. Big up les maires, t'as vu. Non, mais c'est peut-être aussi pour ça. On voit la figure ou le gendarme. Dès qu'on a un problème de voisinage, on en a déjà parlé dans d'autres émissions radio avant. J'ai un problème avec toi, t'es mon voisin. On va pas appeler le troisième voisin pour nous départager. On va aller voir parce que lui, il est comme nous, il est à notre niveau. On va aller chercher un papa. Et c'est aussi le truc de notre société d'aller vers un papa la France. Tu vois, il représente la France aussi. Tu vois, le maire représente la France. Le gendarme il représente la France. Tu vois, il y a tout ça aussi avec le temps. Ah oui, voilà. Donc, c'est papa la France, l'autorité suprême d'après certains. Non, mais c'est vrai. Mais c'est super important, c'est super enrichissant ce que vous dites. Notez, moi, j'ai dit, stylo, feuille de papier, défini par papa géniteur, il faut prendre les bonnes habitudes. Non, mais c'est super intéressant parce qu'au final. Acheter un cahier rouge. Par exemple. Parce que, effectivement, mais il faut aussi qu'on se pose la question de comment eux nous voient. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes des adultes et nous cachons chamailler, nous raides. Et justement, je me dis que s'ils nous voient, quelque part, ils ont dit si c'est ça la politique, laisse tomber. Ah, mais c'est ça. C'est pas la peine. C'est ça. Parce que nous sommes leurs exemples. C'est ce que j'allais dire. Souvent, on entend les enfants entendre leurs parents parler de politique, mais pour dire mais c'est ta. Mais parler de tout, même. Parler de tout, je pense vraiment, pour ce qui est de politique, vraiment, quand dans le foyer, bien, j'essaye de me remémorer. T'entends jamais, j'ai pas trop entendu dire ah oui, c'est bien ça, un vrai débat politique où ça parle en bien de politique à la maison. Tu vas entendre comme c'est là, toi, lui là, c'est un voleur. Tu vas parler, tu vas entendre la bouche de tes parents s'ouvrir sur le négatif de la politique. Donc tu pars avec. Tu vois l'exemple que tu viens de donner là par rapport au qu'a dit Missita, on va pas voir sur l'idée qu'il a pu dire, ça aussi, oui. On va voir directement sur l'homme. Le personnage. Et le personnage automatiquement. On va pas regarder sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il veut dégager, ses idées, son programme. Limite, quand on entend les chamailleries, on parle jamais du programme, on parle souvent que de l'homme. Quand je dis l'homme, du politicien. On va pas voir qu'il a amorcé tel et tel sujet, surtout quand il y a les votes sur le plan local. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout local, ça, parce que sinon tu as déjà le clivage gauche-droite, extrême et les extrêmes. Bon, Martinique, c'est déjà, il n'y a pas vraiment gauche. Tu peux trouver Marine belle gosse comme tu veux. Voilà, c'est pas la même chose. Indépendantiste et puis autonomiste, indépendantiste et puis statu quo, voilà, ça ne change pas vraiment. Mais c'est souvent. Surtout en Martinique, on va regarder le politicien, ce qu'il a dit, son histoire, ce peut-être qu'ils ont entendu parler que l'État avec telle et telle histoire, c'est souvent ça. On parle pas souvent du programme. Moi, je vais vous dire, récemment, ça remonte à quelques mois, j'ai été stupéfait par une famille. Là, c'est une femme qui venait avec ses enfants faire des courses. Et ils avaient tous un morceau de papier. Et en fait, chacun avait les produits qu'il devait récupérer. Mais ils n'avaient pas les mêmes produits. Elle avait réparti les tâches et ils ont fait un chariot en 5 minutes. Quand ils sont arrivés, c'était un jeu, c'était un plaisir pour eux d'avoir un rôle important, une responsabilité. Et quand ils sont rentrés, c'était avec le sourire. Ils ont commencé, parti tout de côté, papa, 5 minutes. Limite, la mère, elle a attendu à la caisse. Chariot rempli, papa. Il y avait le dernier, il a dit non, moi je veux payer. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça puissant en fait. Parce qu'on trouve ça, on va dire, c'est beau, c'est chou, mais ça a une importance. Et j'ai regardé la dame, je regrette de ne pas lui avoir dit merci ce jour-là, parce que, en fait, elle m'a donné une leçon de vie, en fait. Si vraiment on s'y met tous, tu vois, c'était des petits gestes, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour faire ça avec nos gosses. Si on s'y met tous, ça change une bonne partie de la population en termes de mentalité.
Parce que tout le monde s'entraide, etc. J'ai un rôle, ok, mon rôle c'est ça. J'ai mes limites, ok, toi tu dois ça, je te respecte. Toi tu dois prendre les gâteaux au chocolat, je te laisse prendre les gâteaux au chocolat. Moi c'est ça, etc. On va manger ensemble à la fin. Oui. On va manger ensemble. Et ça, c'est puissant. Donc merci madame, si vous me reconnaissez, moi je vous oublie pas. Non, mais il y a un mot que tu as utilisé qui est très important, et je pense que c'est ce qui manque en Martinique, c'est la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui fait défaut. En Martinique, on a souvent tendance à se délester de cette responsabilité. Et c'est ce que cette dame a très bien compris. Quand on parle avec des personnes qui sont dans l'éducation, on dit qu'il faut très tôt responsabiliser les enfants pour qu'ils puissent prendre des initiatives. Le problème, c'est que quand on a souvent tendance à faire l'inverse, c'est qu'on fait souvent à leur place, parce que voilà, on veut surprotéger, on est dans la dans l'émotionnel, voilà, on veut pas qu'il fasse mal devant les gens, voilà, on veut faire à sa place. On est dans ça, on veut protéger. Donc aujourd'hui, on ne donne pas la responsabilité. On n'apprend pas à nos enfants à être responsables. Donc par la suite, ça fait des adultes qui ne sont pas responsables. Autant dans les relations entre les personnes que dans leur travail. Lorsqu'on va leur demander de prendre des responsabilités, ils vont se dire moi je suis bien où je suis. On m'a toujours appris à faire le minimum et ne pas aller décider de faire des choix. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que derrière aussi, y a cette question de la politique. La politique, c'est de dire lui, il a décidé de faire le choix. Il a proposé des solutions, des trucs, mais en même temps, ce qu'on regarde, c'est comment il se mouvoie, comment il parle. On est toujours sur le physique. Pour preuve, je regarde l'élection de François Hollande, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était flambi, voilà. Il avait beaucoup minci pour l'élection. Donc il a compris qu'à ce moment-là, son allure avait une importance. Et c'est parce qu'on attribue, comme tu le disais tout à l'heure, à l'apparence, à l'allure, à l'esthétique, une forme de respect. Mais voilà, de se dire, il est en costard cravate, on l'a vu, je sais pas, sur des vidéos, vous voyez un mec partir en costard cravate, les gens vont aller vers lui, vous allez en voir un avec des vêtements un peu machin, tout le monde va passer à côté, donc c'est une espèce d'image aussi. Mais Yann, là, tout à l'heure, tu parlais par rapport à la responsabilité, tout ça, mais un truc que tu vois, quand on parle par exemple au niveau des... qu'est-ce que je voulais dire encore? Par rapport au... Mais alors. Vous voulez parler de responsabilité, crédibilité? Non, tu vois, qu'est-ce que tu disais encore par rapport au début de ta phrase quand tu disais par rapport... Non, c'est pas ça. Non, je disais qu'on se délaisse de cette responsabilité. C'est-à-dire que pour la politique, on donne la responsabilité à la personne de faire les actions qu'on devrait nous-mêmes faire. Voilà. C'est revenu, excuse-moi. Voilà, dans l'éducation, c'est pareil, on se décharge. Non, je parlais de confiance. Je réfléchissais à la confiance. Est-ce qu'on ne fait pas assez aussi confiance? Est-ce qu'on ne donne pas assez la confiance par rapport à nos enfants? Parce que c'est souvent qu'on va vouloir régir au niveau de leur vie, mais est-ce qu'on ne fait pas assez confiance à nos enfants pour leur donner la possibilité d'être responsables aussi? Mais ça vient, c'est un cercle vicieux, parce que quand tu donnes des responsabilités à un enfant, il prend confiance. Voilà, parce que ça veut dire, je sais que tu es en capacité de le faire. Et même si tu le fais pas correctement, on va corriger la chose. Mais non, on est dans la correction, plutôt que de discuter, de dire voilà, t'as mal fait ça, voilà comment peut-être il aurait mieux fallu faire la chose. Donc la confiance de l'enfant dans ses actions, dans ses choix, va se faire dans la mesure où on lui donne plus de responsabilités. Même s'il se trompe, c'est pas bien grave, c'est d'entrer dans cette explication pour lui dire voilà. Et c'est comme ça qu'il va gagner en confiance, et c'est comme ça qu'il aura une stature totalement différente, et qu'il sera en mesure de se dire je peux prendre des responsabilités en étant chef de famille ou autre, voilà, je maîtrise cette responsabilité, parce que déjà tout petit, on m'a appris ce que c'est que d'être responsable, on m'a appris ce que c'est que d'avoir confiance dans mes choix, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait confiance dans nos choix, mais si on n'a pas eu souvent cette capacité à avoir des responsabilités, on est toujours indécis. On n'a pas cette capacité de dire j'ai envie de faire ce choix, mais je réfléchis parce que je ne sais pas, est-ce que c'est le bon. Non, voilà, si on donne des responsabilités aux enfants, ils gagneront en confiance, et derrière, ce sont des personnes qui vont toujours chercher à s'informer, et derrière qui seront moins manipulables, dans le sens où on disait au début de l'émission. Aussi acteurs aussi. Tout à fait. Ils ne sont pas que spectateurs qui vont aussi agir, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on donne notre confiance à quelqu'un, on les lit, mais rien ne nous empêche derrière de pousser avec lui, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas uniquement à l'échelle locale. Tu votes pour quelqu'un, voilà, pour un maire. Après, tu as le choix de dire je l'ai mis en place et puis qu'il se débrouille, ou alors c'est souvent ça. Notamment via le biais associatif, par exemple. Ouais, tu continues, c'est pas forcément. Et là, c'est plus une personne, mais c'est une idée de ta commune, une idée de là où tu es,
que tu big up et que tu te dis, ben vas-y, Ouais, moi aussi, je t'en fier, mets mes big. Oui, voilà. Lui, il a décidé de le faire avec voilà, tout ce qui va être les textes de loi, ici et ça. Moi, je vais le faire à plus petite échelle. C'est déjà, tu vois, la vie associative, c'est quand même quelque chose... C'est marrant, j'ai envoyé ça à l'élu de ma commune tout à l'heure, comme quoi je trouvais que j'étais à la galette des maires, de la galette du maire de ma commune. Et je me rends compte, j'étais un jeune président d'association, quoi. 46 ans, ma gueule. J'étais un tout jeune, j'étais un bébé président d'association presque. Tu vois, et je sais pas, je tire sur personne parce que c'est comme ça. Mais je me dis, la commune gagnerait justement à apprendre aux jeunes à monter des assos, monter des projets, tout ça. On aurait des jeunes vraiment plus impliqués, plus dynamiques, qui ne seraient pas là à attendre qu'on leur donne, mais qui iraient chercher par eux-mêmes. Et là, pour tout dans la vie. Donc, ils iraient à la mairie, bien évidemment, avec le dossier, on veut ci, on veut ça, subvention, avec un truc carré, ils ont écrit, ils ont pris le temps, mais ils iraient aussi chercher du travail de la même manière, ils iraient chercher des études, ils iraient chercher du savoir de la même manière. Excuse-moi, mais c'est la faute à qui alors? Ah non, c'est pas la faute à qui? C'est pas la faute. Non, c'est pas la faute. Quand je dis la faute à qui, je parle par exemple par rapport à ces jeunes-là qui pourraient peut-être créer des associations, qui pourraient davantage s'investir au niveau... La faute à l'information qui circule parfois pas. Moi, je peux te dire, parfois l'information circule mal. Je peux te donner un exemple tout bête. Hein. Dans mon boulot, il y a des trucs pendant l'été où sur les OVV, tout ça. C'est quoi les OVV? C'est des aides pour les vacances, les opérations vacances, vie vacances, c'est quoi? Vie, voilà, c'est ça. Sur les territoires du centre et tout ça. Et il y a des aides, genre tu veux partir, t'as un gamin qui habite, je sais pas, on va dire aller Haut-du-Port, t'as envie de partir en camping avec tes potes à Sainte-Anne pendant les vacances, tu montes ton petit dossier, tu présentes devant une petite commission, tu peux gratter à 300 balles. Tu vois, c'est pas rien, 300 euros. Là, t'as motivé tout le monde, là. Ouais, je pense que... Tu vois, mais bien souvent, l'information, moi je la reçois parce que je suis travailleur social, je suis professionnel, je la reçois sur ma boîte mail. Elle est affichée uniquement donc dans la MJC ou quoi, mais le gamin en question ne fréquente pas la MJC, il ne va pas la voir. Ou alors il y a une petite campagne qui est bien du 17 au 22. On va faire la campagne à fond, mais après le gamin peut-être il ne regardait pas la télé à ce moment-là. Et en plus, ce n'est pas des médias qu'ils ont, ils sont plus sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc il y a un problème aussi autour de la communication. Et bien souvent, je me rends compte que c'est les enfants qui profitent de ça, c'est les enfants des gens que voilà, mes enfants ils ont profité de pas celui-là, celui-là non, mais par exemple des stages, des trucs qu'il y avait pour vraiment pas beaucoup d'argent ou gratuit. Mes enfants ils en ont profité. J'ai aussi essayé de dire dis à ton pote, vas-y, allez, amenez vos potes avec vous, tu vois. Mais il y a des choses comme ça, toi, et donc pour revenir à la question politique, effectivement, je pense que si les gamins s'investissaient plus déjà dans un mode associatif, même une bande, même on enlève le truc officiel, hein, on se fédère entre nous les gars. Moi je l'ai fait petit, demain on va pique-niquer, tu vas faire un pique-nique avec tes potes en VTT. À l'ancienne, je sais pas, tu vois, moi j'allais au parc de la Courneuve, expédition parc de la Courneuve. Le soir, avant d'y aller, il y a réunion. Hein. Qui c'est, moi j'amène les chips, moi j'ai du coca chez moi j'amène ça. Qui c'est qui a une pompe pour si jamais on crève? On était déjà une organisation. Et ces mêmes gens-là, jusqu'à présent, c'est mes amis. On avait 7 ans, tu vois, et on est toujours organisés pareil, et voilà, tu vois. Donc je pense que, pour l'avoir vécu, je pense que savoir se fédérer, donc ensuite tu passes peut-être à une autre étape, une association, après tu peux passer à d'autres choses, et voilà, tu peux te lancer en politique, mais je pense que amener ça aux gamins, pour qu'on arrête, moi, à 46 ans, de m'appeler un jeune Martiniquais, j'en ai marre, et arrêtez ça. Et caméra. Tu veux qu'on t'appelle comment? Je suis un Martiniquais, je suis une force vive et je commence à basculer, ma santé, je sens mon corps et commence à faire ça, tu vois. C'est un aîné, docteur. Non, je suis pas, c'est pas histoire de non, mais quand on nous appelle jusqu'à 50 ans passés, des jeunes Martiniquais, ça nous déresponsabilise, et puis ça donne presque une force sur nous. Non, je suis pas un jeune Martiniquais, je suis un Martiniquais, une force vive de la Martinique. C'est parce que en tant que personne, tu présentes, et tu es peut-être le seul jeune, entre guillemets, qui vient. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que je regarde moi aussi, quand on me dit je suis jeune, j'ai dit j'ai 39 ans, ça fait longtemps que je ne suis plus. J'ai des enfants, ça fait longtemps que je suis. On a laissé ça pour d'autres. Je suis jeune dans le prisme, c'est-à-dire que dans la politique, je suis jeune. Dans le milieu associatif, peut-être que les présidents d'associations aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans, donc à 46 ans. Tu es une jeune personne dans le milieu. Pas par rapport à ton âge, mais par rapport à la moyenne d'âge. T'as compris ce que je voulais dire. Fais pas de politique. On ne pas en politique. Mais vous savez, il y a aussi le truc d'appeler les gens jeunes. Vous parlez d'associations, etc., que les jeunes soient investis. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait des associations, la mairie, le foyer, etc. Il faut penser à cette synergie, en fait, à la synergie de tous les actifs de la commune. Donc, si je reprends le foyer, si tous les membres ont une part de responsabilité, un rôle à jouer,
il y a une synergie qui rentre en jeu et qui crée l'organisation. Et là, on est dans la base politique, en fait. On a fondé une famille, un socle assez solide qui se comprend, qui communique, qui échange, qui communique et qui se comprend. Très important, parce que on peut communiquer et puis pas s'entendre. Forcément se comprendre. Voilà. Donc, il faut aussi que dans la vie en société, il ne suffit pas de me dire, en tout cas moi, de me dire, voilà, il y a des associations, c'est aux jeunes de... Non, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, effectivement, que l'information ne vient pas forcément jusqu'aux jeunes de la rue ou autres. Il n'y a pas que des jeunes dans la rue. Non. Ouais, j'espère quand même. Oui, non, c'est vrai. En campagne aussi, tu vois. Non, mais partout, en réalité, partout. Et je pense que c'est là aussi que le bas blesse, c'est que la synergie entre chaque facteur n'est pas comment dire, optimisé. n'est pas bien maîtrisée, en fait. Déjà, elle n'est pas établie. Ce serait beaucoup plus simple. Et ça aurait même enrichi les votes, mine de rien, parce que si tout le monde travaille ensemble... Est-ce que le politique veut vraiment que tout le monde aille voter? Ça, c'est un autre débat. Après, mais il veut pas la concurrence. Moins de concurrents. Sur la question, c'est intéressant parce que tu parlais de jeunes, de moins jeunes, mais... Tu vas le fâcher, attention. Hein. Non, je vais éviter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la transmission. Et on parle d'information, de où aller récupérer l'information, mais la première information qu'on récupère, c'est auprès de nos parents. C'est nos parents qui peuvent nous donner un certain nombre d'informations. Il y a une transmission qui s'opère. Et dans le milieu associatif, effectivement, tu parles de synergie, mais c'est aussi une interconnexion entre les différents acteurs. Voilà. Problème, que je parlais de responsabilité aussi, vous avez aujourd'hui des personnes qui vont aller emmener leurs enfants dans des associations pour qu'ils passent du temps, pour eux se libérer du temps. Donc ils se déchargent d'une responsabilité envers l'association. L'association va venir demander des personnes pour les aider dans leur activité, et là ils vont trouver personne. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils déposent... Ils se sont débarrassés du paquet. Je suis désolé, quand ils déposent leur poste là, c'est bien pour aller faire autre chose et se dire, mais moi je ne vais pas encore en plus venir m'intégrer dans l'association et donner de mon temps alors que j'ai besoin du temps pour moi. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je parle de responsabilité. À l'école aussi, c'est pareil. On a des personnes qui vont déposer leur enfant à l'école et se dire, c'est à l'école de donner une éducation à mon enfant. Et quand ça se passe pas bien, on vient taper sur le prof en disant, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Pourquoi ça se passe comme ça ? Et c'est là où le mot responsabilité est important, parce qu'à partir de cette responsabilité, on va créer des interconnexions, en expliquant les choses. Voilà le rôle de l'association, créer un tissu, une interaction sociale entre les différentes personnes, parce que ce qui fait vivre en fait une communauté, une commune, une ville, c'est le milieu associatif. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, pendant le carnaval, il y avait plein d'associations qui s'étaient mises en place, il y avait plein de groupes qui jouaient, et ça créait une émulation. Et ce tissu associatif, il y avait une interconnexion parce qu'on créait des activités entre cités, on faisait des matchs de foot, on invitait telle cité, telle chose, on venait, on se regroupait. Et c'est ça qui est important, c'est d'être dans cette idée de se dire il faut qu'on crée une interconnexion entre tout ça, mais ça sert à rien de créer un ensemble d'associations si derrière, ce sont des associations qui se retrouvent isolées. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, le fait de, quand tu parles de responsabilité. Mon fils est dans une association sportive, il fait du handball, et puis il n'y a pas si longtemps, quand je dis ça, je veux pas me fâcher avec les autres parents, mais il y avait une réunion par rapport à un voyage qu'ils vont entreprendre pour partir en métropole dans le cadre d'handball. Et j'étais le seul parent à poser des questions. C'est-à-dire qu'on posait des questions, c'était par rapport à l'organisation du départ vers la métropole, le logement, etc. Mais il y avait 25 parents, j'étais le seul à parler. Et le truc qui se passe, c'est que quand on parle de responsabilité, c'est pas laisser les enfants en charge pour les entraîneurs. Il y a quand même des informations à poser. Et parce que demain, si Dieu veut, les enfants ont des soucis au niveau du logement, ou bien au niveau si l'enfant il est malade. Les parents vont se plaindre. Mais pendant toute cette préparation-là, les parents ont la possibilité de poser des questions, ils ne demandent pas. Non. Et ensuite, après ça, vont se plaindre, comme tu disais, s'il y a des problèmes qui vont intervenir par la suite. Ça, c'est dommage, parce que du coup, derrière, effectivement, tu organises quelque chose. C'est pareil dans les réunions parents-professeurs. Des fois, tu vas à la réunion, les gens, ils viennent à 16h, ils écoutent ce qu'il y a la maîtresse à dire, et puis après, tout le monde rentre. Sinon, ils viennent pas. Il y a beaucoup de parents qui viennent pas aux réunions. Donc, déjà, ceux qui viennent ne posent pas forcément de questions, et c'est ça, la question de la responsabilité, de l'intégration et de la participation, c'est qu'on décide à un moment, on donne la main à l'association, et le jour où il se passe un problème, ils vont venir et puis ils vont sortir le coup de là et puis ça va partir en couille. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment ou à un autre,
on pose pas les bonnes questions, on va pas chercher l'information. Mais est-ce que c'est pas un problème d'éducation alors? Parce que si le parent il est comme ça, parce que souvent on va se plaindre. Il devient un mauvais exemple en fait. Oui, mais peut-être pas. Non, mais lui-même le parent. Peut-être il est pas déjà. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait le droit de parler chez lui, qui avait le droit à la parole, lever la main? Il y a des gens pour lesquels parler en public, tout simplement lever la main. Certaines personnes, ils vont pas maîtriser, par exemple là, la réunion de handball, ça se passe en français, c'est pas en créole. Ils vont avoir les français trop bien, donc ils ont presque honte. Alors qu'il y a une question pour poser, ça peut arriver encore des trucs comme ça. Pour ça, moi, je suis plutôt indulgent parce que surtout sur notre territoire où je sais que il y a des traumas, des choses que nous, peut-être, on l'a dépassé, mais c'est pas tout le monde qui l'a déjà dépassé. Donc, parfois, c'est compliqué. Et bien évidemment, il y a aussi peut-être celui qui a une caisse de quelque chose qui l'attend quelque part, qui va déposer son enfant et qui va y aller. Celui-là aussi, tu vois. Il y a de tout. Donc, par rapport au monde sportif, c'est vrai que bien souvent, pour avoir aussi été des deux côtés, que ce soit entraîneur et que ce soit parent, c'est regrettable, mais effectivement, il faut que les parents s'impliquent, parce que bien souvent, on voit le sport comme uniquement un lieu où l'enfant va aller se défouler, mais c'est un lieu d'éducation. D'ailleurs, on ne dit pas entraîneur. Moi, c'était du foot, c'était pas entraîneur, c'est éducateur sportif, tu vois, éducateur sportif. Donc, il y a bien le mot éduquer dedans, éducaré, voilà, celui qui accompagne, celui qui marche avec, celui qui va aussi regarder. Je vais voir l'enfant, il n'est pas bien, un enfant qui joue très bien d'habitude, qui fait tout très bien, là, il va être énervé, il va donner des coups aux autres. Oui, c'est aussi à moi, l'éducateur, d'aller voir la maman, ou en espérant que la maman aussi vienne me voir, me dire aussi, à la maison, il y a ça qui va pas trop, bon, je ne peux pas rentrer. Mais c'est aussi tous les liens qui doivent être faits. Peut-être aussi, en tant qu'éducateur, je dois connaître aussi qui est au CCS de la commune, tu vois, pour dire, tiens, moi, telle famille, tel chambre, ça, c'est toi qui es plus professionnel. Il y a tout ça, c'est la communication. Alors que, bien évidemment, si moi, entraîneur, c'est mademoiselle qui est directrice CCS, c'est l'enfant qui prend fait. Oui, parce que l'information ne va pas lui arriver. C'est la famille, l'enfant et la famille, tu vois. Donc, c'est effectivement cette synergie, notamment à l'échelle locale, elle est très, très importante. Il faut une communication. Et ça, je trouve que c'est beau quand même, parce que pour habiter dans une petite commune, je vois que tu croises l'autre, lui c'est service technique, lui c'est ça, lui c'est ça. Ah, au fait, nickel bail qui est pas bon là. Ah ouais, c'est manqué, tu vois. Ça peut encore tourner, tu vois. Après. J'ai une question pour vous. J'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me tient à cœur. Enfin, il y en a deux qui me tiennent à cœur. Pensez-vous que dans les établissements scolaires de Martinique, la politique devrait être une matière? Et si oui, à partir de quel âge? Une matière? J'adore cette question. Alors, une matière, oui. Alors, est-ce que la politique peut être une matière? Ça peut être, on peut mettre ça sur une forme de moment d'échange et d'instruction. Et je pense que alors ça se fait, en Martinique, je ne sais pas si ça se fait, mais en France et d'autres, vous avez des enfants qui partent visiter certaines institutions, comme l'Assemblée, comme des choses qui... Il y a des voyages qui sont faits au niveau de l'Assemblée européenne aussi, des voyages scolaires qui sont faits. Et donc voilà, il y a une densité qui doit être mise en place, en Martinique surtout, pour permettre à nos jeunes de comprendre le système. Effectivement, je pense que depuis petit, 6-7 ans, il faut déjà, par des jeux, par des échanges, leur expliquer en fait c'est quoi un milieu donc démocratique. Depuis la CP, pour toi, il faut l'inculquer. Très tôt, il faut leur expliquer, parce que c'est ça qui, même quand on est à l'école, on a un règlement à respecter. Ça aussi, ça peut permettre d'éviter certaines situations dans les écoles, c'est expliquer le règlement, pourquoi le règlement a été mis en place. Là, en France, ils sont en train de se demander est-ce qu'ils vont pas mettre des uniformes. Dans certains, en Martinique, on a eu l'obligation depuis 85, je crois. C'est l'obligation décidée par les. Oui, voilà. C'est pas une vraie obligation, c'est demain. Voilà, on va pas brûler le drapeau de la Martinique. Je vais pas parler de ça. Mais bon, sujet sensible. Voilà. mais bon, voilà, c'est effectivement depuis petit leur expliquer. Et on revient sur la même chose, c'est expliquer le sens des choses. Et plus on leur explique tôt, et plus ils comprendront pourquoi le système est ainsi, pourquoi il y a des règlements, qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie de tout un chacun, pourquoi en fait, tout le monde a un uniforme, c'est pour éviter certaines situations. Matière ou pas? Oui, une matière, mais si on peut appeler ça matière, au niveau scolaire, on va dire une matière. Alors pour toi, il y a français, mathématiques, politique. Ça peut être vie en société ou un truc du genre qui explique instruction civique, un truc qui vient expliquer vraiment. Instruction civique et morale. Oui, voilà, peut-être. EMC, instruction morale et civique. Ok. C'est EMC. Tu peux me le lycée, au lycée. Éducation morale et civique. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Même en terminale, ils ont ça en terminale toujours. Alors moi, non, pas une matière, mais par justement la classe.
c'est déjà l'entrée dans la vie en société. Donc, qui dit vie en société dit politique. Donc, expliquer. Moi, par contre, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect expliquer le règlement intérieur. Pourquoi un règlement intérieur? Et les articles, les expliquer aussi. Et apprendre aux enfants à débattre. Bon, moi, j'ai fait cette connerie. Faites pas ça avec vos enfants. Parler doucement. J'ai appris à mes enfants à débattre, je dois tout débattre. Tout, une vaisselle, c'est débattu, je pète un plomb, tu vois. Mais par contre, ils savent argumenter. Moi, c'est des arguments, qu'on me remonte des trucs depuis l'époque, ou que c'est le wokisme, ou que c'est contre-féminisme et tout ça, j'ai droit à toute espèce, tu vois. Donc, effectivement, apprendre aux enfants le règlement intérieur, ou même faire un autorèglement. Tu vois, il y a des classes qui fonctionnent avec des autorèglements. Par rapport à une histoire de, je sais pas, on va dire, sortir de la classe pour faire pipi. Un truc tout bête, hein. Il y a des profs, il y a l'école où tu attends, tu vas apprendre à te retenir et à péter ta vessie. Et il y a le prof, peut-être au milieu un peu indulgent, quand tu as levé 2 fois, il va dire bon, la deuxième fois, c'est vraiment envie qu'il y aille. Et il y a celui qui, bah oui, il va faire pipi direct, tu vois, c'est normal. Et pour les gamins, c'est pareil aussi. Il y a celui qui va abuser, celui qui veut sortir pour faire pipi. Donc maintenant, peut-être mettre la question en débat, et ça, c'est vrai que ça peut être fait dès un CE1, tu vois, dès 7-8 ans, bah, comment est-ce qu'on gère ça? Oui, mais pourquoi? Les arguments et tout ça. Et tu apprends à des gamins, justement, tu fais des individus, tu vois. Donc, mais par contre, en faire une matière, pour dire une matière, bon là, il y a politique, prends ton cahier de politique et ton livre de politique et va en cours de politique. Parce que, des points et en progressant selon les âges. Ouais. Et moi, j'arriverai, justement, l'histoire de EMC, là, en terminale, je te ferai un truc bien relou. Les institutions, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que demain, tu vas voter, grand. Désolé, le cours, il va être chiant. Mais voilà, les députés représentent ça. Le maire, il est élu comme ci, comme ça, pour tant de temps. Toi, avec du par cœur, avec un QCM. Oui, comme ça, tu rentres dans le monde adulte. Si tu n'as pas 10 sur 10, si tu n'as pas la moyenne à cette matière-là, c'est éliminatoire pour le bac. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire un citoyen. Carrément. J'ai exagéré, mais c'est à réfléchir. Ça veut dire que, attends, si on t'a donné des cours pendant 1 an pour t'expliquer tout ce qui t'attend en tant que citoyen et l'importance que ça revêt pour pas laisser justement ta voix la laisser à d'autres et tout ça. Et si tu comprends pas ça, eh ben, tu peux être très fort en physique, chimie. Pour moi, ben non, tu n'es pas pour voir la vie adulte. Tu seras adulte l'année prochaine. Toi, c'est un bon citoyen. Ben, c'est important, ouais, faut. Mais un bon citoyen, parce que on connaît, j'étais au téléphone avec toi hier soir, donc tu vas m'attaquer après l'émission. C'est pas tant un bon citoyen pour dire un bon citoyen français métropolitain. Tu vois, c'est pas tant ça la question, Jonathan. C'est un bon citoyen, ça veut dire quelqu'un qui va savoir vivre comme il faut avec les gens qui sont autour de lui. Tu vois, vivre en société. Vivre en société. C'est dans ce sens-là, bon citoyen. Personne équilibrée, en fait. Voilà. Ça te va? Je ne t'ai rien dit. Et toi, Jonathan, matière ou pas? Peut-être pas matière, mais j'ai bien aimé ton exemple quand tu as parlé par rapport à la mer et des courses. Tu vois, à travers travailler en synergie, comme je le disais, tout c'est de la politique. Donc, si c'est pour commencer à inculquer ça à travers des jeux, effectivement, à partir de 7 ans, ça peut être intéressant. Tu m'as pas dit matière ou pas matière? Peut-être pas matière, mais moi je pense qu'à travers une éveil. À travers le quotidien, quoi. À travers un quotidien. Tu vois, on parlait d'autorèglement, faire participer les élèves aussi. Qu'ils puissent également avoir le choix, pas rentrer directement, comme on disait, à travers une dictature. Hein. S'ils ont le choix, on peut voter. Ben, cette fois-ci, on va faire le cahier. Cette semaine, c'est vous qui allez le nettoyage de tableau, le nettoyage de la classe, faire à travers des jeux, mais également à travers des règles qui sont établies par la classe, par l'école. Alors moi je sais qu'il y a une big dédicace à des instituteurs, institutrices je sais qu'ils ne le font pas tous et toutes, mais nous avons en Martinique des instituteurs, des profs, etc., qui sont vraiment investis dans le travail que vous évoquez là ce soir. Donc moi je fais un petit big up à tous ces profs qui s'investissent réellement dans la vie en société, mais qui inculquent à nos enfants aussi une vision collective. Il faut aussi leur dire merci, parce qu'ils font partie de nos vies. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est jamais parfait nulle part, de toute façon. Donc, à un moment, il faut dire aussi les bons, quoi. Il y a autre chose aussi, on n'en a pas parlé, c'est quand même l'histoire des droits et des devoirs et du rapport à la loi aussi. Des droits et des devoirs. Parce que la politique, ça inclut ça aussi. Tu vois, ça te donne des droits, justement, et ça te donne aussi des devoirs. Et il y a aussi le rapport à la loi. Notamment, moi, je sais que la PJJ fait une exposition, moi, jeune citoyen, une exposition 13-18. Donc là, les gens qui sont dans l'éducation nationale et qui aimeraient avoir cette expo qui se rapproche de la PJJ. Et c'est intéressant parce que justement, bien souvent, on a des gars, tu te retrouves avec des jeunes qui, par exemple, ont commis un acte, mais ils ne saisissent pas la gravité de l'acte.
Ah ouais, mais je rigolais, c'était pas bien grave. Par exemple, ils vont faire un truc tout bête. Le gamin qui se fait choper, pour aller, il a volé 3 francs 6 sous. Hein. Il a volé une bague à quelqu'un, mais il avait une arme sur lui. Eh ben, t'as une arme, c'est une attaque. Voilà, t'as main armée. Tu vois, il va pas comprendre qu'il avait une arme sur lui. Ben voilà, dans la loi, c'est codifié, c'est quelque chose. Là, donc tu risques les assises. Tu vois, c'est plus correctionnel ou je sais, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est pour ça que je parle de matière. Et donc, parce qu'il y a plein de apprendre tout choses à ça aussi, apprendre, parce en que fait. tout ça, on l'a pas appris. Tu vois, tout ça aussi, tu l'apprends pas. Voilà, qu'est-ce que ça, quelles sont les lois, ou même Mais c'est pour ça que je parle de matière. la hiérarchisation des lois et tout ça, parce que même il y a des gens, même certains. Même moi, voilà, pas plus compliqué que ça, je suis un peu paumé là-dedans parfois, tu vois, il faut que je retourne à mes cahiers pour être sûr de ce que je dis. Oui, sur mais on certains l'a points. appris. Moi, c'est pour... Oui, mais tu l'as Moi, je attaqué sais là. pas, Non, tu l'as. Mais le droit, tu l'apprends pas comme il l'a défini là. C'est pas ça, comme ça qu'on apprend à l'école. C'est léger. C'est léger. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je vous parle de matière. J'insiste. Moi, j'estime que oui, ça, on devrait en faire une matière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la politique fait partie intégrante de notre société depuis nani. C'est tout. Et si on ne lui donne pas son importance, eh bien, il y aura forcément un manque d'efficacité derrière. C'est comme ça. On est dans tout le temps, vous me dites, les gars, on est dans un système. Oui ou non? On est dans un système, il est régi par des lois, etc. Mais si on ne lui donne pas son importance à ce système, si on ne lui accorde pas son poids, eh bien, à un moment donné, tout est déréglé. Le problème, Olivier, tu sais quoi? En plus, il y a plein de choses à apprendre. C'est tellement Le truc, c'est que large. c'est influencé par rapport à une vision. Tu vois, quand tu parles de politique, faut rentrer dans, tu vois, parce que c'est un programme qui est régi de l'éducation nationale à travers un ministère, ensuite avec des règles qui vont emmener des jeunes vers une manière de voir, une manière de penser. Tu vois, le truc qui se passe, c'est souvent... Je comprends, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça peut être influencé dans un certain sens aussi. Pour amener le sens de la politique à la famille, pour être dans la thématique papa-papagénité, aujourd'hui, il y a plein de papas qui ne sont pas au fait de leurs droits, de ce qu'ils peuvent, des aides ou de choses qu'ils peuvent bénéficier. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre qu'au moment où on a vu que des pères ont commencé à se manifester par rapport à la garde de leurs enfants, qu'ils se sont rendus compte que la législation ne les prenait pas en compte. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que des personnes ne se sont jamais posé la question de se dire, mais moi en tant que père, demain, si je ne suis plus avec ma compagne, comment ça se passe? Quel accompagnement je peux avoir? Quelle aide que je peux avoir? Et vous avez des possibilités. Et quand on ne va pas chercher ce type d'informations, on se retrouve un peu sur le cul. Mais c'est là aussi que c'est important de se dire, mais aujourd'hui, il faut que la législation évolue pour que les pères célibataires puissent avoir, au même titre que les mamans, les mêmes droits par rapport à leurs enfants, qu'il n'y ait plus le principe de donner à la mère, parce qu'on voit des situations qui sont catastrophiques quand même, des mamans qui ne sont pas en capacité de pouvoir élever leur enfant, mais quand même, on leur attribue la garde, et ça crée des incidences par la suite. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est là où la politique a du sens, et c'est là aussi qu'il faut se rendre compte qu'on a un intérêt à aller regarder ce qui se passe et à aller modifier la législation pour que des principes qui étaient là depuis des années, puisque la politique c'est un ensemble de lois qui est régé depuis 1800 et qui continuent à être là, et il y a des lois qui sont encore là et qui n'ont plus lieu d'être parce qu'il y a une évolution de la solution. 5e République, c'est combien? On est à la 5e. La 5e République, ouais. Donc voilà, donc c'est tout ça qui intègre dans la famille les droits familiaux. Voilà. J'ai 2 questions, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous pose 2 questions cruciales aussi. Imaginez que vous avez donc 2 enfants, un garçon et une fille, et que vous souhaiteriez qu'un des 2 fasse de la politique. Lequel choisiriez-vous et pourquoi? Ça, c'est une question piège. Je pense qu'on ne peut pas choisir. Alors déjà, je pense que moi j'ai 2 enfants, donc je peux te parler des 2 miens, mais ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est parce que c'est un garçon ou c'est une fille, tu vois. Il y en a un qui va peut-être avoir des arguments plus intéressants, qui va réussir à être plus calme et tout ça, donc ça n'a rien à voir. Non, garçon-fille, c'est pas un souci, ça. Non, ça, c'est surtout un choix personnel. Hein. Si l'un des 2 veut faire de la politique, c'est son choix. veulent, hein. Voilà, Donc, il n'y aura pas un instinct protecteur pour l'un plus que pour l'autre? non, mais il faudrait le mettre en place dans tout. Il y a un instinct protecteur déjà pour l'un comme pour l'autre déjà de base, donc j'ai pas besoin de plus d'instinct protecteur, sinon je vais me transformer en maman poule. aussi. Je me transforme en maman poule. Non, c'est un choix personnel. C'est un choix L'enfant personnel. décide. Ouais, voilà. moi je suis d'accord avec ça. Ça m'arrange parce que j'ai besoin de poser l'autre question. Non, en tout cas, on m'a dit j'ai un message à faire passer. Beaucoup de papas, beaucoup d'hommes. Bon, je vais parler de parents, mais je cible les papas. Il est important que, messieurs, que vous vous présentiez dans les réunions parents-profs. En fait, beaucoup de personnes se plaignent de vos absences. Vos enfants sont vos enfants.
eux aussi seraient peut-être fiers de vous voir aller à l'école, s'intéresser un peu à ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, un élève qui voit que son parent ne vient jamais, peut se sentir mal à l'aise par rapport à ça en disant ce que je fais, ça ne l'intéresse pas. Et ça veut dire que je ne suis pas intéressant. Donc ça développe aussi de nouveaux traumas. Alors nouveau, je mets des guillemets parce que ça fait un bail que vous ne venez plus. Donc messieurs, s'il vous plaît, prenez acte de ce message. Voici une question, maintenant, ça tombe bien. Une élue a dit lors d'une interview que s'il y a peu de femmes en politique, c'est à cause de leur mari. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle a de la chance parce qu'elle a pu être élue, donc son mari, c'est un pain doux. Ou elle peut-être pas mariée. Je sais pas, ou elle n'est pas mariée, ou elle n'est pas mariée. Après. Moi, je trouve que les trucs, tu vois, excuse-moi, je mets ça, c'est presque... Voilà, je vais être dur un peu avec toi, Olivier. C'est un peu le même délire que ta question d'avant, garçon-fille. Ça, je vais pas m'amuser à perdre... Bon, quoique, on a l'émission à faire, mais je trouve ça, c'est... Voilà, peut-être qu'il y a l'explication. Alors j'ai écouté l'interview entière, parce que c'est pas de moi la question. Voilà. Non, mais j'ai écouté la question. C'est pas. En fait, elle disait que donc oui, elle a pris cet argument. C'est un argument parmi d'autres, mais elle a choisi cet argument. Je vous avoue, moi, j'ai pas apprécié. Parce que ce message voulait dire, en gros, c'est de la faute des hommes, encore une fois. Elle expliquait que oui, quand ton mari ne tolère pas qu'il est 21h30 et ne te voit pas à la maison, il n'est pas content. Quand tu rentres tard, il n'est pas content, etc. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce message, en fait ? C'est vrai en même temps. C'est vrai ? Oui, ça va dans les deux sens aussi. Je sais pas. Oui, mais là, la question, c'est... Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'elle te dit qu'il y a peu de femmes en politique à cause du comportement de leurs hommes. Je peux comprendre, et effectivement, mais après, est-ce que c'est ça qui fait qu'une majorité de femmes ne s'intéressent pas à la politique ? Je ne suis pas d'accord. Non, alors voilà, d'accord. Donc, c'est pas ça. le mari, d'un sens comme de l'autre, parce que moi aussi je l'ai vécu, quand tu passes des soirées à discuter avec des personnes, finalement tu n'es pas chez toi et ça pose problème parce que tu as quand même une vie en dehors de la politique. Et c'est vrai que la politique, c'est quelque chose qui capte beaucoup de temps. Et une fois qu'on est temps et énergie. Immergé dedans, on est en immersion, on se rend pas compte parce que il y a des choses à faire. En période électorale, c'est vrai que c'est des moments où je suis très peu disponible parce qu'il faut que j'aille à droite à gauche, il faut aller sur tel site, il faut aller parler à tel endroit. Et c'est vrai qu'une personne qui ne comprend pas le sens de cette action, parce que c'est un choix personnel à ce moment-là. Donc quand effectivement on est avec une personne, il faut que la personne puisse comprendre que c'est une action qu'on est en train d'entreprendre. Et c'est pareil pour les personnes qui sont chefs d'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne comptez pas vos heures parce que vous levez le matin tôt, vous partez tard le soir et vous êtes 100% de votre activité. Donc c'est vrai que le soir quand vous rentrez, vous n'êtes pas forcément d'humeur ou disponible pour écouter. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement ça peut être enfin. Il faut se mettre d'accord. Effectivement, toute personne qui est entrée en politique et qui est entrée dans une phase d'être élu, de choisir d'être un personnage public, doit faire en fonction de la personne avec laquelle elle est, parce que ça aura un impact. Moi, effectivement, quand je me suis présenté, je me suis dit j'ai des enfants. Ça va avoir un impact sur elle, comment ça va être vécu, est-ce que derrière il n'y aura pas des répercussions négatives sur ma décision de m'engager personnellement par rapport à elles n'ont rien demandé. Donc elles sont tributaires quand même des actions que je vais entreprendre parce qu'elles ont derrière le patronyme et on va dire voilà, c'est la fille d'un tel. Donc pareil, quand on entre dans ce genre d'action, ça a une répercussion sur la famille. Que ce soit homme ou femme. Comment ça, homme ou femme, que ce soit homme ou femme, c'est-à-dire, c'est vrai, parce que il y a de l'investissement, il y a du temps qui est réparti par rapport à ça, donc... Et aussi les bases du début, si la femme au début, lors de la rencontre, elle dit qu'elle est intéressée par la politique, donc automatiquement, je suis intéressé par la politique. Je vais m'y donner à cœur joie. Donc... pour moi, il y a une communication, il n'y a pas lieu d'être par rapport à ça, que ce soit homme ou femme. Je vais peut-être faire... l'avocat du diable. Ouais, mais de moi-même, quoi. C'est que peut-être sur une certaine époque, une époque où le patriarcat était encore plus marqué, peut-être que des femmes se sont découvertes des vocations politiques sur le tard, les enfants sont déjà grands, ils sont déjà en études. Je ne sais pas, une femme qui, à l'heure actuelle, a 60 ans, par exemple, toute sa vie, elle s'est occupée elle a travaillé, s'est occupée de son mari et de ses enfants sont en études. Et puis là, elle a un gros bébé à la maison, le mari est à retraite qui ne sait pas faire cuire 2 œufs. Et elle est encore active et tout ça, elle aimerait bien aller en politique, mais Bouga pas aller en Kaila pour faire cuire son omelette tout seul. Tu vois ? Peut-être, mais c'est des cas isolés. Je pense, par contre, je trouve que c'est très cliché. Non, je ne parle pas de ton nom. Oui, mon idée est très cliché, mais là aussi, la question posée, je trouve, c'est au cas par cas et ça ne peut pas être... Non, moi, c'est pas la question de cliché. Pour moi, c'est la réponse de l'élu
J'ai trouvé ça bas, en fait. Ouais, je trouve que c'est. Non, mais je pense qu'il faut vivre la situation. Alors, c'est vrai que c'est vraiment le cas par cas. Oui, mais c'est visu comme ça. Mais je pense qu'il faut vivre la situation. Enfin, moi, je pars du principe qu'on ne comprend qu'une chose que lorsqu'on l'a vécu. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans cette situation-là, on est, en Martinique en priorité, hein, depuis Madame nous dévoie, et les arrivés au Paraguay, ou à commencer à cogiter. Si d'où je suis avec mes copines, on a envie de capasser au Paradomi. Donc voilà, quelque part, c'est pas faux. Donc il faut se dire, effectivement, il y a une part de vérité là-dedans. Ce n'est pas une part. C'est un argument parmi tant d'autres. Et on va pas en faire. C'est pas dire, voilà, c'est à cause d'eux qu'elles ne font pas. Je pense l'investissement de temps, que ce soit même dans le milieu sportif, tu vas faire du sport, tu as 3 entraînements par semaine, plus les matchs, tu vas donner de ce temps-là. Et si la femme fait également du sport, elle va faire, donc automatiquement, c'est une communication par rapport à tout ça. Il faut s'entendre, il faut être d'accord sur le principe où quand on se met avec une personne, voilà mes activités aujourd'hui, voilà le temps que ça me prend, il va falloir qu'on arrive à s'entendre sur ce principe. En 2022 aussi, dans sa réponse. Il y a une réponse politique. Non, dans sa réponse, il y a aussi quelque chose qui est dit. Parce que là, on est sur le temps, on a beaucoup parlé du temps, mais il y a le truc où l'homme n'autorise pas, tu vois. Sauf que moi, je pense pas que... Voilà, quoi. Les téléspectateurs... Genre, moi, je vais essayer d'interdire quelque chose à quelqu'un, là. Je me ferai dire, mais t'es pris pour qui, toi? On va me dire, tu t'interdis quoi à qui, toi? Voilà. Moi, je pense... De toute façon, comme moi, je l'ai entendu, je vous avoue, bon, ça m'a dérangé parce que je me suis dit, bon, c'est le seul argument qu'elle a trouvé, elle a combien d'années d'expérience, etc. Mais pourquoi c'est le seul que tu as retenu? Parce que tu as dit qu'elle a parlé de plusieurs choses. Alors, à ce moment... Non, elle a parlé de plusieurs choses, c'était une grande interview. Mais j'ai trouvé que, on va dire, c'est la punchline de l'interview. Peut-être que c'était le seul morceau, le seul truc qu'elle a sorti sur toute la discussion. Concernant la question, oui. Concernant la question, parce qu'on lui a posé cette question. Elle n'a pas commencé par ça, si? Non, elle n'a pas commencé par ça, justement, elle l'a placé vers la fin. Mais c'est à partir de cette question-là qu'elle a répondu, elle a dit oui, c'est l'argument qu'elle a pris, c'est oui, les hommes qui se plaignent que leur femme n'est pas... Moi, j'ai trouvé ça... Je me suis dit, un peu comme vous, j'ai dit, bon, ça ne doit pas être faux dans certains cas, d'accord? Mais aujourd'hui, je peux très bien lui dire, mais qu'est-ce qui motive les femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour les motiver à aller en politique? Non. Il n'y a pas ça. Non, voilà. Ça n'existe pas. Je pense que c'est le premier problème. Enfin, non, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, pardon. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose de flagrant, en tout cas. Mais il y a des modèles quand même. Il y a des modèles qui impulsent aussi. Oui, mais avoir un modèle, est-ce que ça te motive? Ça peut motiver. Oui, ça peut motiver. Non, je ne dis pas que ça ne motive pas, les gars. Je demande... Ça te motive à quel point, en fait? Tu as envie d'être comme la personne et tu vas t'investir ou tu te dis, ou c'est juste un rêve? Tu te dis, j'aurais bien aimé être comme moi. Non, ça dépend, parce que de ce que il y a effectivement, est-ce que tu veux devenir comme la personne ou bien est-ce que tu vas avoir un chemin identique? Tu veux suivre le chemin de la personne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes premières ministres qui, en Nouvelle-Zélande, elle démissionne, la Jacinda, parce que voilà, elle a quand même contribué à ras-le-bol, elle a quand même accouché pendant son mandat, et il faut savoir que quand vous êtes à des postes comme ça, vous dormez très peu. Vous avez vous avez pas mal de responsabilités sur les épaules. En plus, en pleine période Covid, donc voilà, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et qui font qu'on derrière, vous délaissez un peu votre famille. Donc, il faut aussi l'entendre et puis il faut aussi se rendre compte que s'il y a un modèle, plus il y aura de femmes qui seront dans des positions, dans des postes, peut-être que ça va motiver d'autres femmes à se dire, si elle a réussi, si elle partage son parcours, peut-être que ça peut me donner envie aussi de suivre ce chemin, peut-être pas le même que le sien pour arriver où elle est arrivée, mais peut-être pour s'intégrer plus facilement dans... tout ça. En plus, oui, voilà, commencer à... Il y a des exemples en Martinique par rapport à ça. Quand on voit des jeunes mères qui travaillent, donc ça peut inspirer certaines femmes également à aller vers ce sens. En tout cas, messieurs, merci encore pour votre présence. Merci, ça y est, oui, effectivement, c'est l'heure. En tout cas, c'était super intéressant, messieurs. Merci encore. Si on devrait en rediscuter, on en rediscutera, promis. Merci à tout le monde de nous avoir accordé de votre temps. N'oubliez pas, si vous voulez habiller Jonathan, vous nous contacter sur tous les réseaux. Il n'y a aucun problème. Taille M, je répète, taille M. Très important. Merci encore. Vous êtes dans votre émission Papa pas géniteur. Bonne soirée tout le monde. Il joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.